Aujourd'hui, journée un peu spéciale, vous le savez, c'est le grand jour, c'est le jour où on va tout apprendre pour éviter un contrôle fiscal. Alors, je sais pas si franchement, avec un titre comme ça, vous êtes censé être des milliers, ou alors vous avez vraiment très envie d'avoir un contrôle fiscal. Euh, donc, je vais pas faire durer le suspense très longtemps, mais c'est aujourd'hui qu'on va faire un live un peu différent. On va pas lire d'actu, on va pas regarder de vidéos. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir, et on a la chance d'avoir Naïma avec nous pour échanger sur le contrôle fiscal. Bonjour Naïma, comment vas-tu? Bonjour David, bonjour à tous. Bah, écoute, ça va très bien. Je suis super contente de participer à ton live Twitch sur le contrôle fiscal et j'espère pouvoir vous apprendre plein de choses sur ce sujet-là. Très cool. J'en profite pour remercier les gens qui nous suivent. Récemment, on a Doc488 qui a suivi la chaîne. Merci à vous. Est-ce que, avant de rentrer plus dans le, est-ce qu'avant de rentrer plus dans le détail, on a la possibilité, peut-être Naïma, que tu nous dises un petit peu deux, trois mots sur toi, qui tu es, que fais-tu chez Dougs? Alors, j'ai écrit responsable de l'équipe fiscale chez Dougs, mais qu'est-ce que c'est déjà ce job? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu fais un peu chez Dougs? Bien sûr, du coup, comme tu l'as déjà précisé, je suis responsable de l'équipe fiscale. On est plusieurs fiscalistes à travailler en interne et on travaille conjointement avec les comptables et avec les juristes pour apporter souvent des précisions fiscales, puisque la fiscalité, c'est une matière à part entière et il peut avoir sur certains sujets des particularités à maîtriser et du coup à connaître. Voilà, on travaille quotidiennement avec les juristes, hein, comme tu le sais très bien, David, puisqu'on travaille fréquemment ensemble, et également avec les comptables. Voilà. Donc, vous êtes les incollables pour savoir comment éviter de se faire taxer, comment optimiser pour pas trop payer d'impôts, à quel moment on finit par aller en prison. Euh, Oui, c'est vrai que tous ces sujets me parlent, hein. C'est vrai qu'on fait un petit peu d'optimisation fiscale, puisque quand on a connaissance des possibilités fiscales que la loi prévoit, bien entendu, eh bien, on essaye d'en profiter, hein, puisque ce sont des dispositifs légaux qui sont disponibles et mis en place justement pour qu'on puisse les utiliser. Il faut juste en avoir connaissance et savoir si les conditions sont remplies pour en bénéficier. Donc oui, exactement, c'est bien résumé, David. Alors, sur la chaîne, sois pas surprise, mais on compare souvent l'administration fiscale à l'œil de Sauron, le terrible méchant du Seigneur des Anneaux qui, avec son œil, voit tout et nous poursuit au fin fond de nos contrées. Voilà. J'aime bien l'image. Je trouve que l'image est vraiment représentative pour le coup, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que l'administration fiscale est un petit peu de partout. Donc ouais, j'adore cette image. Voilà, donc souvent on utilise cette image-là la chaîne Twitch. Bon, globalement, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, vous les mettez dans le chat. C'est moi qui me ferai le relais, qui poserai directement les questions à Naïma. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'éviter le contrôle fiscal. On va essayer d'esquiver l'œil de Sauron au maximum. Et peut-être, est-ce qu'on pourrait peut-être déjà savoir ce qu'on cherche à éviter? En gros, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots, enfin je dis ça, je sais même pas si c'est faisable, en quelques mots, c'est quoi un contrôle fiscal, un peu comment ça se passe, est-ce que il y a des petits trucs à savoir pour s'y préparer, j'en sais rien. Est-ce que, ou Mhm. alors peut-être que je prends les devants sur la suite, mais voilà, est-ce que tu as un peu des infos Ne comme ça un peu spoil pas trop. générales? Et j'en profite pour dire salut à Célia. Salut Célia, n'hésite pas si tu as des questions. Eh bien, avec plaisir, David. Du coup, on va commencer par la première question que tout le monde peut se poser finalement. C'est quoi un contrôle fiscal? Le contrôle fiscal, finalement, c'est une procédure qui est encadrée par la loi et par également d'autres documents administratifs qui va permettre à l'administration de vérifier que les déclarations qu'on a déposées en tant que dirigeant d'une entreprise sont correctes. Alors, ça va concerner la TVA, mais ça peut également concerner l'IS, ou alors si vous êtes en entreprise à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu. Donc voilà, ça permet de vérifier donc, que les déclarations communiquées correspondent à la réalité de l'activité. Et bien entendu, ça permet de vérifier à ce que l'impôt qui est dû soit totalement payé et que du coup, par exemple, généralement, que le chiffre d'affaires ne soit pas diminué.
Ok. J'essaye de faire simple. Et moi, j'ai une première question qui me vient, parce que souvent le contrôle fiscal, on l'imagine comme un truc un peu négatif, en mode, bon, ils vont vouloir me réclamer de l'impôt. Imagine, on fait un contrôle fiscal et en fait, ils se rendent compte que j'ai payé trop d'impôts. Ça arrive un contrôle fiscal où finalement, juste, ils me rendent de l'argent? C'est possible, ça, ou pas? Alors, oui, oui, c'est tout à fait possible, hein, mais à vrai dire, malheureusement, j'ai jamais eu le cas. Parce que je sais qu'il peut y avoir des Voilà. compensations entre, finalement, je devais moins payer, puis finalement, ils doivent me donner l'argent. Il peut y avoir des petites compensations qui se fait, je crois, dans un contrôle fiscal. Mais par contre, il peut pas y avoir un truc où juste on me rembourse. Alors, en pratique, si par exemple, je donne un exemple, l'administration fiscale check les déclarations et se rend compte qu'on a oublié de déclarer un crédit d'impôt. On parle souvent du crédit d'impôt en formation chez nous. Donc, bah, vous n'êtes pas chez Dux parce que chez nous, ça n'arriverait pas. Mais voilà, notre expert comptable a oublié de déclarer le crédit d'impôt formation. Eh bien, on s'en rend compte au moment du contrôle fiscal. Eh bien là, par exemple, on pourrait demander donc le remboursement du crédit d'impôt à l'administration fiscale. Là, ça pourrait être possible. Ok, c'est cool. Bon, j'essaie de trouver des angles où le contrôle fiscal, tu vois, ça devient un sujet, on gagne de l'argent quand même, hein. Ouais, ça peut être cool. Alors, c'est quand même pas le principe, hein, c'est pas l'objectif. Bien au contraire, mais tu as raison, il faut voir les Ouais, choses sous un angle positif. faudra peut-être qu'on leur dise un de ces jours, administration fiscale, qui peuvent l'imaginer comme ça. On a une première question qui nous vient d'entrepreneur 17 qui nous dit quels sont les critères de recherche des contrôleurs finalement? Ils ne peuvent pas contrôler tout le monde tous les ans. Quels sont les éléments qui peuvent les mettre en alerte? C'est vrai ça, parce que tout le monde n'a pas un contrôle fiscal. Moi, j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit bah purée, moi, tous les 4 ans, je me retrouve avec un contrôle fiscal et je connais plein de boîtes, elles en ont jamais. Est-ce qu'il y a des critères là-dessus déjà? Parce que peut-être que si on connaît ces critères, peut-être on arrive à les éviter aussi du coup. Oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est une super question. Et il y a un mot qui a retenu mon attention, c'est le mot alerte. Qu'est-ce qui, voilà, alerte l'administration fiscale? Et bien, en fait, on sait que l'administration va opérer des contrôles fiscaux selon ce qu'on appelle la programmation du contrôle fiscal. C'est-à-dire que finalement, il y a deux possibilités. Il y a le contrôle aléatoire. Donc ça, c'est vraiment, donc comme son nom l'indique, c'est totalement aléatoire. Et c'est justement pour créer et pour conserver l'effet dissuasif du contrôle. Donc, c'est-à-dire que n'importe quelle entreprise pourrait être vérifiée. Alors, il n'y a pas de tirage au sort, hein, mais c'est quasiment, en tout cas, c'est l'idée. Moi, j'allais dire, Et il ensuite, tire la roue, sauf que là, au lieu de gagner 1 million, tu perds 1 million, quoi. exactement. Alors, il y a quand même, alors oui, pour essayer de rester positif, j'ai quand même eu des cas où on s'en est sorti avec quasiment rien du tout. C'est-à-dire que la compta était nickel, que la déclaration était correcte. Donc ça, en revanche, ça arrive. Le fait de ne pas avoir de redressement, de rehaussement à l'issue du contrôle fiscal, ça, c'est tout à fait possible. Ok. Du coup, les alertes principales, qu'est-ce que ça serait si on n'est pas dans le cadre du programme aléatoire et Voilà. qu'on Alors, il y a arrive à le passer contrôle entre ces aléatoire. gouttes-là? Exactement. Et le deuxième, bah, tu prends un petit peu le devant, c'est le contrôle motivé. Alors, c'est-à-dire que ça va être motivé par des éléments qui sont susceptibles d'alerter l'administration. Alors, j'en donne un ou deux pour pas trop spoiler, parce qu'après, ça va être la suite hein, de la présentation. Yes. Donc, tout de suite, à quoi je pense, c'est le plus fréquent, ça va être les retards de déclaration. Hmm. C'est-à-dire qu'on dépose régulièrement ou fréquemment cette déclaration de TVA tardivement. Et bien là, en fait, c'est le signe d'une mauvaise gestion comptable. Et donc, bah, forcément, ça peut être un indicateur qui va attirer l'attention de l'administration fiscale. D'accord. Ou alors, un autre, dans le même esprit, le fait de demander souvent des remboursements de crédit de TVA. Eh bien, déjà, on le voit, hein, juste le remboursement d'un crédit de TVA pousse l'administration fiscale à nous demander plus de justificatifs. Donc, en fait, eh bien, elle peut aller même jusqu'au contrôle fiscal en se disant est-ce que derrière, on a une véritable activité ou est-ce que c'est juste pour récupérer de la TVA? Enfin, voilà, c'est un peu dans cet ordre-là. Moi, j'avais entendu aussi dire une fois, par exemple, je sais pas, je me prends un contrôle URSSAF, et puis Mhm. l'URSSAF, quelque part, tu vois, elle me Communique. redresse sur deux, trois trucs, et elle communique aux impôts pour leur dire, hé, les copains, je vous Ça, conseille c'est tout d'aller à jeter fait un vrai. œil là-bas. C'est un truc que tu as pu Exactement. constater? Oui, et malheureusement, ça marche aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que Hmm. l'administration fiscale, si jamais elle lance un contrôle fiscal, eh bien, elle peut relever des anomalies en termes de cotisation sociale. Donc, c'est pas son job, eh bien, elle va alerter l'URSSAF. L'URSSAF fait de même.
si elle se rend compte que bon, bah, il y a des choses en matière de TVA qui sont pas claires, bah, elle va alerter l'administration fiscale. Les deux administrations communiquent. Ouais, et pas pour notre plus grand bonheur, du coup, hein. Parce que Non, quand il s'agit de communiquer sur des trucs qui nous arrangent, j'ai l'impression que ça va moins vite quand même. ça pour le coup, c'est l'alliance diabolique. Merci beaucoup à Imad qui nous suit. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question, peut-être qu'on la prend, et puis après, on prendra les différents points que tu avais préparés. On a Célia qui nous demande, question, si on se rend compte que de nous-mêmes, des erreurs de taux de TVA, des factures, après avoir réalisé la télédéclaration mensuelle. Est-ce que c'est grave? Est-ce que j'ai de moi-même la possibilité de, entre guillemets, je sais pas, de contacter l'administration, faire en sorte de rectifier tout ça pour pas avoir de problème? Oui, c'est tout à fait possible, puisqu'en fait, depuis quelques années, l'administration fiscale a mis en place le concept du droit à l'erreur. C'est-à-dire que l'administration fiscale considère que, en tant que dirigeant, vous n'êtes pas omniscient et que bah, vous pouvez vous rendre compte après coup que vous avez commis une erreur. Alors là, la difficulté, c'est en matière de taux de TVA, j'imagine que du coup, vous avez appliqué un taux de TVA réduit par rapport au taux de 20%. Donc là, vous pouvez tout à fait régulariser. En revanche, il va falloir soit diminuer votre marge pour récupérer la différence, ou soit peut-être retenter une facturation vis-à-vis de votre clientèle. Mais voilà, dans tous les cas, il va falloir trouver le cash pour régulariser la TVA, mais en tout cas, c'est tout à fait possible et c'est vu d'un bon œil. Ok. Donc, par exemple, sur la déclaration suivante, on peut imaginer qu'on rectifie en payant plus de TVA qu'on aurait, parce qu'on n'avait pas. Exactement. Ok. Alors après, il faut quand même bien solliciter son expert comptable parce que voilà, s'il y a des écritures de TVA à régulariser, voilà, il faut faire les choses proprement pour que l'administration fiscale ne panique pas et justement ne déclenche pas un Hmm. contrôle fiscal. Ok. Célia est cliente chez Doug. De toute façon, Célia, si tu Ah t'es bon, bah rendu super. compte de ça, je pense que tu peux, n'hésite pas à te rapprocher de nos équipes, que ça soit comptable ou l'équipe de Naïma. Ils pourront t'aider à trouver des solutions pour pas que tu aies de soucis si jamais ça t'est arrivé. Voilà. C'est exactement Exactement. ça, entrepreneur, hein, qui nous dit, en résumé, il faut pas faire de vagues et être à l'heure pour les déclarations. C'est à peu près ça. Bon, c'est pas toujours aussi facile que ça parce qu'il y a quand même de la complexité dans notre système fiscal. Des fois, sans vouloir mal faire, on peut se retrouver à pas bien déclarer ou à mal catégoriser une opération. Enfin, il y a des choses qui peuvent se faire. Célia, je précise que je parlais des tickets de caisse, des dépenses. Ok. Donc, des Ah, dépenses sur de d'accord. la TVA déductible que tu aurais soit trop déduit, Alors, c'est soit pas encore assez plus déduit. simple à régulariser. Ouais. Donc, c'est possible de rectifier ça, Célia. N'hésitez pas si vous avez des questions. Naïma, premier conseil que tu nous donnes pour éviter le contrôle Oui. fiscal. Alors, du coup, donc, il va y avoir plusieurs conseils, mais on va commencer par le premier dont j'ai parlé, déposer les déclarations dans les délais. Puisqu'on le sait, hein, que ne pas déclarer, donc que ce soit la TVA ou l'impôt sur les sociétés, ou déposer votre bilan dans les délais, conduit à un risque de contrôle fiscal. Donc, par exemple, si vous êtes au régime mensuel de TVA, pensez bien à déposer votre déclaration tous les mois dans les délais. Donc ça, c'est le premier conseil. Et puis le bilan, effectivement, donc il faut l'avoir fait dans les temps. Et donc Exactement. chez Dougs, c'est important de bien compléter son QB rapidement. Comme ça, les comptables peuvent prendre en charge rapidement votre bilan, vous préparer tout ça et vous êtes tranquille. Voilà. Et si vous avez des questions, nos équipes sont là pour vous aider à compléter vos QB, donc il ne faut pas hésiter, hein. Le contrôle peut-il remettre en question l'utilité du matériel acheté pour l'activité de la société, nous demande Decitech. Est-ce que tu aurais un exemple de matériel Decitech? N'hésite pas à nous dire. Donc en gros, j'ai acheté du matériel. Est-ce que l'administration peut me dire, ouais, mais en fait, ce matériel, il sert à rien pour votre activité. Donc moi, je veux pas que vous le déduisez en charge, en gros. Oui, c'est une bonne question. Alors, il faut savoir que le maître de l'affaire, c'est le dirigeant. Là, Et il nous qu'on a quand dit, même un peut-être à principe. titre de précision, il nous dit une TV, par exemple, pour faire de la visio dans l'entreprise. Oh non, ouais, ça peut passer, ça. Non, non, il n'y a pas de souci. Surtout si la télévision est bien dans les locaux. C'est-à-dire Oui. qu'elle n'est pas à votre domicile personnel et qu'il ne s'agit pas aussi d'un écran plat à 3 000 euros. Si c'est dans Et ma je veux chambre, dire, ça marche pas, quoi. voilà.
Si c'est connecté à la PlayStation 5 avec tout le reste, non, ça marchera pas. A priori, Non, de Citac, il a une activité de conseil en informatique. Il me semble qu'avoir une télé pour la visio, il n'y a aucun problème de Citac, hein, du coup. voilà. Après, voilà, rester sur un tarif raisonnable, encore comme je vous le disais, éviter la télévision dernier cri. Quoique si vous avez un chiffre d'affaires conséquent, il faut que ce soit proportionnel, je veux dire. Il ne faut pas que l'achat d'une télévision mette en péril votre activité ou soit disproportionné. C'est tout, hein. Cool. Donc ça, c'était le premier conseil, être à l'heure dans les déclarations, être à l'heure pour son bilan. Trop bien. Est-ce que tu veux qu'on passe au deuxième conseil que tu nous donnes? Allez, c'est parti. Du coup, le conseil numéro 2, ce serait éviter excusez-moi, je vais y arriver, les inexactitudes. J'aurais dû trouver encore un mot plus compliqué. Ou les omissions. Donc en fait, pour faire tout simple, éviter les erreurs ou les oublis qui peuvent être préjudiciables. Donc par exemple, tout simplement, c'est faire je ne sais combien de déclarations rectificatives ou de bilans rectificatifs. Ça arrive, parfois on peut oublier des éléments. Donc on revient dessus, bon, on essaie déjà de mettre les choses à plat et de se dire, bon, on va faire un bilan rectificatif et pas 3 sur les 3 mois suivants. Parce que ça, on voit malheureusement avec certains clients qui nous disent, ah bah là, je ne suis pas d'accord avec ça, on modifie. Ok, on fait un bilan rectificatif. 1 mois et demi après, ah mais j'ai oublié de vous dire, je pense bénéficier du crédit d'impôt recherche, je vais faire une étude, je reviens dans 3 mois vers vous. Là, en fait, si on dépose des bilans modificatifs trop souvent et trop fréquemment, là encore, ça attire l'administration. D'accord. Même si, par exemple, les bilans, à chaque fois qu'on les rectifie, aboutissent finalement à augmenter ma fiscalité, parce que finalement, j'ai rajouté du chiffre d'affaires pour une raison, je ne sais pas comment j'ai fait, mais imaginons que ça aboutisse à augmenter ma fiscalité, ça peut quand même être suspect parce que ils se disent, ouais, bon... Alors là, ça passe parce que c'est en leur faveur, hein, comme tu l'as dit. Mais en pratique, c'est rarement le cas. C'est plus, ah, j'ai oublié telle dépense. Ah, j'ai oublié tel crédit d'impôt. Donc ça va plus dans ce sens-là, hein, en général. Donc effectivement, s'ils disent, oui, bon, finalement, ils rajoutent des dépenses petit à petit, à un moment donné, c'est peut-être que la compta est mal tenue, quoi. Ils suspectent un petit peu que c'est mal tenu, tout ça. C'est mauvais signe. Ok, donc bien faire le point dès la fin d'année. Le QB est super important. Prendre le temps, hein. Prendre le temps de bien arrêter tout ça, de faire le point sur tout ce qu'on a besoin de déduire. Si on a besoin, appeler son conseiller Dougs pour faire le point avec lui, pour rien oublier, et puis ça évite de faire des rectifs, quoi. On a une question de Kitchagen. Bonjour à toi. Si on a une SASU à l'IS et qu'on est VTC, et on a aussi une micro-entreprise pour faire de la location de voitures, peut-on louer son véhicule à sa société ? Sur le principe, oui. A priori, je me permets là de prendre un peu le devant de la réponse. Oui, vas-y, je t'en prie. Kitchagen, sur le principe, oui. La question, c'est est-ce que l'activité de location de voiture en micro-entreprise, c'est vraiment la bonne solution ? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Ouais. La SASU à l'IS en tant que VTC, à la rigueur, pourquoi pas. Par contre, la micro-entreprise qui achète un véhicule pour le louer, elle va se retrouver à avoir des frais de location et pourtant elle ne peut pas déduire ses charges. Voilà. Les frais du véhicule, assurance, entretien, peut-on prendre ces frais à la charge de la SASU ? Dans le cadre d'un contrat de location, la réponse est non, on paye le loyer et c'est le propriétaire qui prend en charge les frais, sauf à ce qu'il y ait certains frais d'usure du véhicule quand on a un contrat de leasing classique, hein. Un contrat de location, il y a certains consommables qui sont à la charge de l'utilisateur du véhicule. Je pense à tout ce qui est frein, pneumatique et globalement tout ce qui va être à la propreté du véhicule. Par contre, voilà comment ça va se passer. Par contre, la question, c'est est-ce que c'est intéressant d'avoir une micro qui fait de la location de véhicules à une autre société, sachant que la micro ne peut pas déduire le prix d'achat du véhicule, ni l'amortir. Enfin, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Donc là, je t'inviterai quand même peut-être à faire le point avec un conseiller de chez Dougs, soit un comptable, soit un fiscaliste ou même un juriste, pour peut-être optimiser un peu ton fonctionnement, Kitchagen. On a une question de Célia. Faut-il faire une action précise pour avoir le crédit d'impôt avec la Dougs Academy ou c'est automatique ? Si oui, quand faudra-t-il le faire ? Alors normalement, si tu fais tes 40 heures de formation avant le 31-12, la Dougs Academy, on va t'éditer une attestation fiscale
qu'il faudra que tu joignes dans ta déclaration de ta société. Là, je laisserai Naïma confirmer, mais il faudra que tu la gardes Oui, c'est tout à fait ça. comme tu vas comptabiliser dans ta fiscalité, tu vas comptabiliser ton crédit d'impôt. Il faudra que tu gardes bien ton attestation dans ta comptabilité, parce que justement, si tu as un contrôle fiscal, il faudra apporter la preuve du fait que tu avais le droit au crédit d'impôt. Voilà. J'ai pas dit de bêtises, Naïma? Non, c'est exactement ça. Cool. Decitech nous demande le montant de la rémunération du mandat en holding peut-il être suspect? Ah, c'est hyper intéressant comme question. On en a parlé il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas si tu te souviens. Est-ce que la rémunération... Alors, Decitech, tu parles du mandat du dirigeant de la holding ou de la holding en tant qu'elle-même dirigeante? Parce que c'est pas pareil. Même si les deux peuvent être suspects. Hein, et est-ce que du coup, c'est des choses qui peuvent être contrôlées par l'administration fiscale? Bien sûr, oui, c'est vrai qu'on en parlait récemment. C'est un point d'attention, puisque dès lors qu'il y a des relations entre une mère et sa fille, d'autant plus de la rémunération, tout de suite, l'administration fiscale vient vérifier la réalité des prestations qui sont facturées, ou en tout cas des missions qui sont facturées, pourquoi il y a de la rémunération, pourquoi la TVA est déductible, enfin voilà. Donc c'est un sujet qui revient à tous les coups. En cas de contrôle fiscal, vous pouvez être sûr que ce sujet est challengé. Donc il faut être plutôt, c'est ce qu'on se disait hein, finalement David, c'est qu'il faut avoir préparé les choses en amont, pouvoir justifier les flux, pouvoir justifier d'une réalité économique, hein, que ce ne soit pas juste un transfert finalement d'argent entre les différentes entités. Exactement. Il faut justifier de l'effectivité. Souvent, moi, c'est souvent ce terme-là que je prends, parce que je crois que l'administration fiscale, elle l'aime bien, c'est l'effectivité. Il y a un réel effet des choses qu'on facture. C'est pas, on facture pas dans le vent, quoi. Voilà. Célia, c'est exactement ça. Ça sera ajouté dans la clôture de ton bilan de ta société, en fonction de quel moment tu clôtures. Et si tu as le moindre doute là-dessus, pose la question à mes collègues de la compta qui font ton bilan et ils pourront t'aider à faire en sorte que ça soit bien pris en compte. Ne t'inquiète pas. Voilà. Donc Decitech, effectivement, nous précisait, hein, c'était bien pour la holding elle-même dirigeante qui posait la question et donc je crois que tu y as répondu. Est-ce que tu veux qu'on passe au conseil suivant? Allez, c'est parti. Alors du coup, conseil numéro 3, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, pensez à déclarer vos comptes bancaires, surtout les comptes bancaires qui sont ouverts, détenus, utilisés et clos à l'étranger. Parce que finalement, on ne se rend pas compte, mais il y a plein de néobanques qui sont finalement des banques étrangères. Et il faut savoir qu'il y a un encart spécifique dans les déclarations à renseigner pour ces banques-là. Alors c'est vrai que je ne sais pas toi si David, tu as en tête, il y a une néobanque qui est assez connue et qui est une banque justement étrangère. Donc, Alors là, j'en ai pas en tête, personnellement. moi-même, j'avais été étonnée parce que je crois qu'elle n'est même pas dans l'Union européenne. Hein. Enfin voilà, donc faites attention avec les néobanques, renseignez-vous pour savoir si justement la banque est située à l'étranger ou non, parce que finalement, vous devez déclarer ces comptes bancaires, et si jamais l'administration fiscale apprend que vous détenez un compte à l'étranger, justement de la banque, eh bien ça peut déclencher un contrôle fiscal, puisque le soupçon... ce manquement éveillera d'autres soupçons et l'administration fiscale pourra penser que vous avez omis de déclarer d'autres éléments. D'accord. On a Alexandre et Romanolem qui me disent dans le chat, d'ailleurs j'en profite pour les saluer, parce que je vois que c'est la première fois qu'ils viennent discuter sur le chat. Bienvenue à tous les deux. Ils parlent de Revolut a priori. Est-ce que c'est pas Revolut Oui, il me semble. Si, ça me parle. Peut-être à vérifier, mais du coup, voilà, questionner, ce qu'il faut, c'est bien mettre tous vos comptes, vous assurer que tout est bien déclaré. Et si vous avez le moindre doute, l'équipe de Naïma, notre équipe de comptables, peuvent vous aider. Il y a Pose33 qui nous demande si c'est Shine. Je crois pas. Je crois que Shine, c'est... je crois que c'est... Déjà, c'est UE, à peu près sûr que c'est UE. Mais je crois pas que... Je sais pas si c'est France à en parler. En tout cas, bienvenue à toi aussi sur le chat, Pose. Et merci pour avoir suivi la chaîne. Oui, alors Revolut se situe en Lituanie. Ok. Voilà.
Decitech nous demande une rémunération au seuil bas, 6 912 € par an, est-il également gênant pour le fisc? Ah non, non, non. Au contraire, ce qui va gêner le fisc, c'est les rémunérations qu'on considérait entre guillemets excessives, donc c'est-à-dire trop hautes. À partir du moment où vous vous rémunérez faiblement, l'administration fiscale, ça lui plaît parce que finalement, ça fait moins de charges et donc ça fait un bénéfice qui est soumis de manière plus importante à l'IS et donc ça fait plus d'IS pour eux. Donc, Ok, très cool. Euh, Merci beaucoup à toi, Pause, qui s'abonne à la chaîne avec Prime. Merci beaucoup de nous soutenir. Si vous aimez bien ce genre de live, eh bien n'hésitez pas, effectivement. Tous les soutiens, ça nous fait extrêmement plaisir. C'est vraiment très très cool. Donc un grand merci à vous. On a Evil Linux qui nous demande si on parle des comptes pro. Oui, on parle que des comptes pro, a priori. Hein. Si j'ai un compte perso en Suisse que j'ai oublié, j'ai le droit à la phobie administrative, non? alors non, non, c'est une bonne question parce qu'on a une obligation de déclarer ses comptes bancaires à l'étranger, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Alors sauf qu'au niveau personnel, ça va se faire dans le cadre de la déclaration d'impôt sur le revenu, mais il faut également le faire parce que sinon on s'expose à une amende. Ok, attends, je me rends compte, j'ai pas mis à jour les éléments du live. J'en profite, voilà. J'étais Je encore... pensais que tu allais dire, je me rends compte que j'ai pas déclaré mon compte à Hop, l'étranger. je suis désolé, je dois vous laisser. Je vais en Suisse rapidement. Non, 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 non. Évidemment, évidemment pas. Chez Doug, nous sommes parfaitement exemplaires. Voilà. Il y a Boursorama qui vient de lancer une nouvelle offre 100% gratuite. Il n'y a pas que, il y a aussi, hier, c'est un habitué de la chaîne qui me parlait de Hiro, qui est a priori une banque qui propose aussi là des offres 100% gratuites, où tu peux avoir ton compte bancaire et on va dire les outils de base, c'est gratuit. Donc c'est vrai que c'est en plein boom. Hein. Les néobanques, c'est un marché qui va très vite. Et donc faites attention. Faites attention si vous avez des comptes ouverts à différents endroits, justement parce que c'est gratuit. Pensez bien à déclarer tous les comptes bancaires que vous avez ouverts pour pas avoir de problème. Voilà. Super. Les plus gros problèmes, c'est le nombre de virements souvent limité. Ouais, c'est sûr que je crois que, par exemple, j'avais regardé chez Hero, je crois que c'est genre 10 virements, et après, dès que tu fais 10 virements, tu te retrouves à devoir payer. D'ailleurs, c'est souvent comme ça aussi qu'ils vous proposent des offres à très bas tarif, parce qu'en réalité, c'est des offres sur lesquelles vous pouvez rester qu'un mois, et après, vous êtes obligé de passer à une offre supérieure. Donc, bien regarder les conditions des néobanques, hein. C'est important. Voilà. Ça marche l'offre gratuite pour les SaaS avec plusieurs associés. Oui, la colle. Je crois que les offres gratuites de banque, ça marche. C'est vraiment lié à combien d'accès tu veux au compte bancaire. Est-ce que tu veux des moyens de paiement. Est-ce que tu veux faire beaucoup de virements, etc. Donc il faut que tu regardes les conditions, mais il y a certaines offres qui dépendent pas du fait d'être en SAS, d'avoir plusieurs associés, etc. Voilà. On a fait une petite digression sur les néobanques, mais je te propose de passer au conseil fiscal numéro 4, si j'ai bien suivi. Oui, c'est bien ça. Alors, le numéro 4, on reste toujours sur le côté bancaire, financier. Il faut être toujours en capacité de justifier l'origine des fonds. C'est-à-dire que vous devez être en mesure de justifier l'origine des sommes d'argent déposées sur les comptes bancaires. Puisque il faut savoir que donc Tracfin, qui va suivre un peu tous les mouvements suspects, sont avertis dès lors que vous faites un dépôt ou un retrait d'espèces supérieur à 10 000 € par mois. Et généralement, Tracfin peut également mettre dans la boucle l'administration fiscale. Donc voilà, c'est Ok. faut faire attention. Donc les retraits, si c'est en plusieurs fois, ça passe. Ou c'est dès que je dépasse 10 000 € de retrait. Alors, je pense que c'est par opération. Donc, Ok. c'est 10 000 € par mois par opération. Ok, très clair. Bon, là, j'imagine que ce qu'ils cherchent, c'est vérifier tout ce qui est lié au blanchiment d'argent, ce genre de choses. Exactement, tout à fait. Ok. Ce qui est assez incroyable d'ailleurs. Patrick m'a partagé l'autre jour, il m'a partagé un documentaire sur justement sur les méthodes qui sont utilisées pour blanchir de l'argent. Un documentaire qui est fait notamment pour essayer de démanteler un peu ces trucs-là. C'est assez hallucinant des fois les montages qui sont faits, c'est vraiment incroyable. C'est d'une imagination, je trouve ça un peu
cool d'un point de vue imaginaire, quoi. Je dis pas qu'il faut faire ça, bien sûr, évidemment pas. Salut Explicator, salut. Et oui, on a Naïma en guest. Franchement, c'est trop bien. Donc la colle, je pense que si tu retires 9 999 €, je pense que c'est toujours pareil, hein, c'est le bord du cadre et il faudra pas t'étonner si un séjour tu reçois un petit courrier recommandé qui te propose de regarder un peu ta comptabilité ensemble, accompagné des Nazgûl. Voilà. Et tout ça dans la bonne humeur. Exactement. Les inspecteurs des impôts peuvent être des gens des fois très sympathiques, il faut pas croire. Je crois que c'est bon pour ce conseil-là. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non. Ok, Non. bah, je te propose de passer à la suite. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Voilà. Bien sûr. Alors, du coup, conseil numéro 5. Alors, celui-ci va te parler, David, hein, parce que c'est lié un petit peu au juridique. C'est tout simplement, n'empruntez pas d'argent à votre société. Là, ça doit te parler. Hein. Ah, carrément. Parce que... Ouais, vas-y, je te laisse faire l'intro. Du coup, ce qu'il faut avoir en tête, c'est bien la séparation des patrimoines. Je le dis souvent sur cette chaîne. La société, elle a son patrimoine et vous avez le vôtre. Et même si elle est à l'impôt sur le revenu, hein, attention, hein, parce qu'il y en a des fois qui disent oui, mais en fait, elle est à l'IR, du coup, c'est un peu plus souple. Ouh. On parlera de souplesse quand vous ferez des étirements en prison. Hein. Mais il y a bien deux patrimoines différents. Et non seulement vous ne devez pas utiliser la trésorerie de votre société, mais vous ne devez pas utiliser le matos non plus normalement. Vous ne devez pas utiliser non plus sa capacité d'emprunt ou de remboursement. Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, je vais aller faire un emprunt pour faire ma piscine dans mon jardin. Le banquier me dit, hey, mais en fait, il faudrait quelqu'un qui garantisse votre prêt. Et vous dites, bah tiens, ça tombe bien, j'ai ma société, est-ce qu'elle pourrait pas le faire ? Ça, c'est pareil, hein. C'est niette. Hein. Sinon, ça sera cure d'orange, les amis. Hein. Je pourrais rien faire pour vous. Je sais pas, ça te va comme intro ? Non, mais c'est parfait. Oui, et puis tu allais dans le cœur du sujet. Hein. Parce que finalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, comme tu l'as dit, c'est deux patrimoines différents et on ne peut pas emprunter de l'argent tout simplement à sa société. En droit fiscal, on va considérer que c'est un acte anormal de gestion. Parce que l'administration fiscale, quand elle vient contrôler votre société, elle se place sous l'angle de l'intérêt de la société. Donc vous avez un intérêt à lui emprunter de l'argent, bien entendu, pour mettre en œuvre. Voilà. Là, l'intérêt ne se discute pas. En revanche, quel est l'intérêt de la société de vous prêter de l'argent ? Aucun en principe, puisque ce n'est même pas autorisé par la loi. Donc voilà, si vous avez cette idée en tête, il faut l'oublier. Après, on propose des montages justement, ou alors même l'achat d'un bien immobilier avec votre société. Enfin ça, David, là encore, hein, tu seras plus à même d'en parler. Mais voilà, il y a d'autres possibilités pour utiliser la trésorerie légalement de sa société. Oui, parce que souvent on se dit, en fait, si je retire l'argent pour acheter un bien immobilier ou autre, je prends 30% de flat tax dans le meilleur des cas et au 13 novembre 2024, hein, les amis, parce que Naïma, assez de quoi on parle. Hein. Vous savez, oui, j'en ai. Le projet de loi de finances m'a donné des cheveux blancs. Je vous le dis. On les voit pas à la caméra, t'inquiète pas. Tant mieux, merci. Non, cette année, c'est juste infernal. Le nombre d'amendements, on est à plus de 3500 amendements déposés. C'est juste l'enfer à suivre. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va être plus taxé sur 2025, mais on ne sait pas encore à quelle sauce. Yes. Explicator, tu as tout à fait raison. On évite le CCA en négatif. Alors, pour expliquer un petit peu pour dans le chat, si vous ne savez pas exactement de quoi on parle, le CCA, c'est le compte courant d'associé. C'est le compte comptable sur lequel on va renseigner ce que la société vous doit. Mais c'est de l'argent qu'elle vous doit, donc elle peut vous rembourser cet argent-là. Donc il doit toujours être soit à zéro, soit positif, c'est-à-dire la société vous doit de l'argent. Quand on tombe en négatif, ça veut dire que vous devez de l'argent à la société. Alors, moi je l'ai vu des fois sur des sociétés où ça peut arriver d'avoir un compte courant qui devient négatif à un moment donné pour une mauvaise raison. Et je vous le dis tout de suite, la seule manière de régulariser ça, c'est soit rendre l'argent avant la clôture pour s'éviter des problèmes, soit le comptable il va vous dire en fait c'est de la rémunération que vous avez pris. Donc en fait pour que vous ayez pris cet argent, en fait je vais vous comptabiliser une rémunération,
Mais vous allez vous prendre des cotisations à au minimum 46%, voire 80% si vous êtes en SAS. Donc ça peut coûter très Donc, vaut cher mieux de combler. rembourser, quoi. Exactement. Limite, vaut mieux rembourser. Mais moi, je sais que j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit, bah oui, mais en fait, Ouais. je l'ai dépensé l'argent. Donc, Mm. voilà. Donc on évite ça. Et, euh, et je rebondis sur ce que tu as dit, rembourser avant la clôture. Pourquoi? Parce que si ça apparaît dans le bilan, autant vous dire que l'administration fiscale, ça, c'est un indicateur d'une mauvaise gestion. Donc l'administration fiscale, elle se dit, ouh là là, lui, il pioche dans la caisse, parce que si je prends un raccourci, ça veut dire ça. Enfin, Oui. si, c'est ce que ça traduit. Hein. Ouh là là, lui, il pioche dans la caisse, il doit avoir d'autres anomalies. Et puis, il y a une ligne, hein, compte courant d'associé dans le bilan, donc c'est très, très facile à checker. Mm, carrément. Et il y a un cas où on peut se retrouver avec un compte courant négatif et c'est pas très très grave, même si ça va pas durer longtemps. C'est dans le cas où vous avez un résultat négatif d'une société à l'impôt sur le revenu, où là on peut affecter les pertes au compte courant des associés et ça peut aboutir à des comptes courants négatifs. Mais là, c'est un petit peu différent. C'est un traitement fiscal de la répartition des bénéfices. Vous n'avez pas réellement pris de l'argent, c'est on va dire votre participation aux pertes. Voilà. Ce qui ne voudra pas dire qu'il ne faudra pas le Exactement. couvrir. Hein. Voilà. Tout à fait. Et puis, avec le recul qu'on a, on se rend compte que les SASULR sont un peu moins contrôlés. C'est peut-être parce que l'administration fiscale, elle n'aime pas beaucoup cette forme de société à l'impôt sur le revenu. C'est un petit peu hybride, donc voilà, elle n'aime pas bien contrôler ce type de société. C'est pas pour autant qu'il faut justement ne pas respecter les règles. Hein. Mais voilà, enfin, C'est je sais pas clair. si j'ai bien fait de le dire ça en Ouais, fait. non, on n'a rien dit. Après coup là, Nous n'étions pas là de toute façon. oubliez, Personne n'a oubliez. entendu. Et puis, voilà, touchons du bois. On a Entrepreneur 17 qui nous pose une question. En ce moment, c'est la période CFE. Je peux vous dire que Naïma elle est au Oui, courant parce que elle est en plein sur tout le à fait. sujet. Hein. Quels sont les trucs et astuces pour optimiser cette contribution? Est-ce qu'il y en a des trucs et astuces pour s'optimiser en CFE? Et dans quelle mesure peut-on être exonéré? Alors moi, j'ai suivi une vidéo de Naïma. À mon avis, l'exonération, tu peux partir devant, mais elle est pas là. Hein. Elle est pas là tout de suite. Hein. Elle est compliquée, très compliquée à obtenir. Il y a des cas très très particuliers pour les exonérations, c'est-à-dire qu'il faut remplir des conditions. Et encore, souvent, ce sont des exonérations qui sont conditionnées à des délibérations des collectivités territoriales. Donc, Ah ouais. c'est-à-dire que les collectivités territoriales doivent voter en faveur euh, de, euh, de ces exonérations. Autant vous dire qu'en pratique, les caisses locales sont vides, parce que on a bien vu, il y a eu suppression de la taxe d'habitation. Donc, autant vous dire que les collectivités territoriales et locales ne votent surtout pas ces exonérations. Donc, ça, c'était le premier point. Hein. Ensuite, deuxième point, il y a une vidéo qui va sortir sur YouTube, je ne l'ai pas encore vue sortir. Il y a un point cette année qu'on a relevé, c'est que, en fait, vérifiez bien vos avis CFE parce qu'on se rend compte que l'administration fiscale, elle ajoute en plus de la CFE une taxe additionnelle qui en principe est due. Mais par exemple, si vous avez une activité commerciale, vous devez payer seulement la taxe additionnelle liée à la CCI, puisque vous êtes rattaché à la Chambre de commerce et d'industrie. Eh bien, on a eu la mauvaise surprise de voir des clients qui avaient une activité pourtant commerciale et donc qui étaient rattachés à la CCI, qui avaient également la taxe liée à la Chambre des métiers et de l'artisanat à payer, Pour le alors même répertoire des qu'ils n'étaient pas métiers. rattachés Hmm. à Alors cette qu'ils sont pas chambre. déclarés. Exactement, exactement. Et donc, quand même, par exemple, sur un client que j'ai en tête, on passait de 500 à 700 euros de CFE parce qu'on avait 200 euros pour la CMA. Et alors Hmm. que ce n'était pas justifié, donc on a fait une réclamation. Donc le premier conseil, ce serait prenez bien le temps de lire votre avis CFE. On peut avoir des petites surprises. Si vous avez un doute, écrivez-nous si vous êtes client chez nous, parce que nous, on prend le temps, on redescend l'avis avec vous. Ça coûte rien. En plus, on est en plein dedans, donc il faut vraiment y aller, ne pas hésiter. Et puis, encore une fois, nous, fréquemment, on sollicite les SIE pour valider ou pas. Voilà. Alors, du coup, il y a Euh, plein de questions qui arrivent sur la ensuite, CFE. Alors, il y a Clément ah, dans le chat, hein, Clément qui il nous y a des dit que webinars, hein, la j'ai vidéo vu. va bientôt sortir, a priori, Naïma. Clément Ah bon, bah me le parfait. dit dans le chat. Euh, Super, merci Clément. Décitac, j'ai vu ta question, mais on va peut-être poursuivre un peu sur la CFE avant de revenir sur ta question. Chez Doux, est-ce que le prélèvement de la CFE est-il automatisé ou est-ce qu'on doit régler manuellement sa CFE? Alors, il n'est pas automatisé dans le sens où on n'a pas connaissance du montant. Le montant est communiqué chaque année par l'administration fiscale.
En revanche, on peut tout à fait mettre en place un prélèvement. Si on a mis en place l'autorisation qui permet au SIE de prélever le montant de la CFE, et bien dans ce cas-là, il faut juste valider le paiement sur son avis impôt.gouv. Parfait. J'ai deux questions qui viennent sur la question de la première année. Explicator nous dit, est-ce que la CFE est basée sur la date de création de mon entreprise avant un mois précis? Je m'explique, ma holding a été créée en septembre 2022, j'ai la CFE, et ma filiale octobre 2022, et là, pas de CFE pour l'instant. De plus, si j'ai 3 sociétés basées au même endroit, même siège, on est d'accord qu'on devra payer autant de CFE que de sociétés. Et on a Evil Linux qui ajoute comme question, comme ça je fais le tour du sujet, la première année est exonérée de CFE, point d'interrogation. Est-ce que Dougs s'occupe de cela pour nous? Alors déjà, sur le nombre de CFE, Explicator, tu payes non seulement une CFE par société minimum, mais tu peux en avoir plus si tu as plusieurs établissements. Parce que si tu as ouvert des établissements secondaires ou complémentaires au sein d'une même société, en fait, ça va être une CFE par établissement. Donc, c'est une par société, on va dire que c'est le package de base, tu vois. Exactement, c'est le petit cadeau. Du coup, comment ça se passe par rapport au timing sur la CFE, par rapport à la création de l'entreprise, etc., Naïma? Alors, donc là, si j'ai compris la situation du client, le client finalement a ouvert 2 sociétés en 2022, Oui. donc sur septembre et octobre. Oui. Il a reçu une CFE pour celle qui a été créée en septembre, mais il l'a pas reçue pour celle immatriculée en octobre. Alors, en principe, du coup, la CFE sur l'année de création n'est pas due, comme tu l'as dit, donc on est exonéré sur 2022. J'imagine qu'il a payé de la CFE sur l'année 2023. Et là, on est déjà sur la CFE relative à l'année 2024. Donc, en principe, ça doit être sa deuxième CFE pour chacune des sociétés. Et oui, parce qu'elles étaient en activité au 1er janvier. Donc, normalement, après, il n'est pas trop tard là pour recevoir encore la CFE. C'est jusqu'à quand qu'on la reçoit? J'ai l'impression que cette année, ils ont étalé l'envoi. Parce que l'année dernière, l'envoi a été déclenché à partir du 15 novembre. Et là, ça fait à peu près 3 semaines que les avis ont été délivrés. Et on a l'impression que c'est plutôt lissé sur la durée. Donc, l'envoi des avis CFE, à mon sens, n'est pas terminé. Ok. À mon avis, Explicator, ils t'ont pas oublié. Je te le dis, hein, de toi à moi, ça m'étonnerait qu'ils t'aient oublié. Surveille la boîte aux lettres. Tu risques d'avoir de recevoir des cartes postales de l'administration fiscale pour la CFE encore. Voilà, rassure-toi. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on passe au conseil fiscal suivant? Allez, je suis d'accord. Alors, le conseil numéro 6, celui-là, il est plutôt positif, hein. Tout simplement, c'est de ne pas oublier de vous rémunérer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre votre train de vie et la rémunération que vous verse la société. Parce que si jamais vous avez un train de vie plutôt confortable, plutôt, j'allais dire, oui, non, enfin, plutôt normal, eh bien, il faut pouvoir justifier des revenus que vous tirez pour justement permettre ce train de vie, de cette qualité de vie. Sinon, l'administration va se dire, bon, c'est quand même bizarre. Il y a peut-être des revenus qui n'ont pas été déclarés. Le gars, là, peut-être que finalement, il facture et qu'il met directement dans sa poche. Donc, je vais creuser un peu plus pour voir si toutes les factures sont passées sur la société. Parce que là, moi, j'ai un souci. Il a une très belle voiture, il a une belle maison, mais bizarrement, il ne s'est jamais rémunéré. Donc voilà, il faut éviter les incohérences. J'avais vu un reportage, je ne sais plus à quelle occasion, donc je ne vais pas faire de publicité en risquant de me tromper en plus. Les inspecteurs des impôts, apparemment, ils regardaient même sur les réseaux sociaux ce que postaient les contribuables. Ah tiens, là il a fait de l'hélicoptère, là il fait du scooter des mers, tiens là il a une Lamborghini, une Porsche, etc. Et ils profitent bien des réseaux sociaux pour regarder un peu le train de vie des contribuables. Est-ce que ça, c'est un truc qu'ils ont vraiment le droit de faire? Ah bien sûr, parce qu'à partir du moment où on poste une partie de sa vie, finalement, on se met à nu, hein, enfin, clairement. Donc, pourquoi l'administration fiscale se priverait? Finalement, on facilite la vie de l'administration fiscale dans ce type de situation. Et à partir du moment où le contenu devient public,
bien, l'administration fiscale ne va pas gêner, ça lui facilite la vie, ça lui permet de checker et de voir si effectivement il y a des incohérences entre le train de vie et les rémunérations qui ont été déclarées. Donc, pour le coup, les réseaux sociaux, c'est tout simplement du pain béni pour l'administration fiscale. Ok, donc si on devrait donner un conseil en tant qu'entrepreneur, pas trop poster sa vie perso peut-être sur Exactement. les réseaux sociaux, se contenter peut-être de posts professionnels, quoi, on va dire. Tout à fait. Explicator me dit, en fait, j'ai reçu la seconde, la CFE pour la seconde société, mais elle est à zéro, c'est Mhm. étrange. Bah, hésite pas, si tu as un doute, peut-être rapproche-toi des équipes de Naïma, peut-être qu'ils pourront t'aider pour regarder ça. Après, s'ils t'envoient une CFE à zéro, j'ai envie de te dire, garde bien les C'est documents, plutôt une bonne nouvelle. ils, Exactement. ils pourront pas trop te Alors reprocher après, de pas c'est avoir arrivé, payé. hein. J'ai une collègue même à qui c'est arrivé, qui a une société à côté. Et en fait, bah, elle n'a rien dit. Enfin, c'est terrible, hein. Mais enfin, c'est pas terrible parce que je veux dire, vous avez déclaré. Donc, à partir du moment où vous avez déclaré, l'administration fiscale a établi un avis de CFE à zéro. Ça prouve, si vous avez reçu l'avis de CFE, ça prouve que vous avez bien fait vos déclarations. Puisque sinon, elle aurait demandé les éléments pour pouvoir établir cet avis. Donc après, pour info, euh, il y a prescription sur un délai de 3 ans. Donc, bon, c'est-à-dire que si pendant 3 ans, l'administration fiscale ne revient pas sur cet avis CFE, eh bien, vous pouvez considérer que c'est acquis. Ok. On change un peu de sujet. Il y a beaucoup de Mhm. questions, hein. C'est vraiment, je te remercie beaucoup parce que ça apporte des réponses et Bah, le, avec le plaisir. chat est foisonnant de questions et d'interrogations. C'est juste trop bien. Est-ce que, des Citec nous demandent, est-ce que les montages holding sont plus contrôlés que les sociétés isolées? J'ai ma société, je sais pas, je fais du consulting, j'ai pas de lien avec d'autres sociétés. Est-ce que je risque moins ou si je fais un groupe de sociétés, je risque plus? Bah, finalement, on va revenir à ce qu'on a dit un petit peu précédemment. Ce qui va interpeller, c'est pas tant le montage, c'est les flux. Les flux, notamment de rémunération, les prestations de services, parce que lorsqu'on voit ce type de montage et qu'il n'y a pas vraiment de flux particulier entre les différentes sociétés, bon, là, tout va bien. En revanche, quand on voit qu'il y a des flux qui vont, enfin, qui se mettent en place entre les deux structures, la question que va se poser l'administration fiscale, c'est oh là là, est-ce que ces flux sont justifiés? Est-ce qu'on n'est pas sur de la prestation fictive juste pour, par exemple, bénéficier du taux réduit de Et oui. l'IS sur les deux structures et donc venir un petit peu abuser de la fiscalité. Et donc là, ce serait fictif et ça pourrait être assez dangereux. Donc finalement, ce n'est pas seulement le montage, c'est ce qu'on y met à l'intérieur et notamment la nature des flux à l'intérieur de ce montage. Ok. Et peut-être qu'il faut rappeler un truc, c'est que l'administration fiscale, ce qu'elle regarde aussi quand vous faites même des opérations juridiques, c'est quel est l'objectif recherché. Bien Euh, sûr. et si vous faites des opérations avec le seul but, il est fiscal, bah vous allez Mm. vous mettre en difficulté, quoi. Moi, je dis toujours Exactement. préparer une histoire à raconter à l'administration fiscale quand vous avez une opération juridique. Et cette histoire, elle doit être économique, patrimoniale, Tout à fait. de gestion. Mais en tout cas, si on n'est pas capable de raconter une histoire autre que fiscale sur ce qu'on fait, faut pas y aller. Tout à fait. Tout à fait. Parce que là, sinon, on peut se retrouver rapidement sur l'abus de droit fiscal. Le pire des arguments que vous pourriez donner à l'administration fiscale, c'est bon, bah oui, moi j'ai mis en place ce montage parce que je voulais bénéficier du taux réduit sur les deux structures plutôt que de payer 25% d'IS. Bah, typiquement, là, ce serait la catastrophe parce que ça peut être un argument de votre côté en se disant, bon, bah, au passage, je vais optimiser mon impôt, mais au passage, il faut que ce soit accessoire et pas que ce soit votre motivation principale. En tout cas, dans l'histoire que vous racontez, il ne faut pas que ce soit la motivation principale. Et pourtant, est-ce que c'est pas une preuve de bonne gestion de payer moins d'impôts, d'avoir moins de dépenses pour pouvoir investir plus, Naïma? Je me fais C'est vrai. l'avocat du diable, hein. Ah, mais je suis d'accord, hein. Il faut Euh, gérer ses dépenses. exactement. Du coup, je te propose de passer sans transition au septième conseil pour éviter un contrôle fiscal. Allez, c'est parti. Alors, le septième, bah, finalement, ça va être un petit peu du bon sens, vous allez me dire, mais on préfère quand même vous le dire. Tout simplement, répondez aux demandes de l'administration fiscale. C'est-à-dire que l'administration fiscale envoie un courrier. Généralement, ça peut simplement démarrer par une demande de renseignements complémentaires suite aux déclarations que vous avez déposées. Donc, à ce stade-là, il ne s'agit pas d'un contrôle fiscal.
Mais si jamais le courrier passe à la poubelle, parce que généralement, vous avez un délai de 30 jours pour y répondre, ou alors vous vous dites, bon, on verra ça dans 2 mois, eh bien là, c'est un mauvais indicateur que vous transmettez à l'administration fiscale. Donc ça peut paraître un peu bête, mais répondre dans les délais et de manière complète pour éviter finalement d'être à l'origine et de déclencher un contrôle fiscal. Très très clair. Et j'en profite, même à titre perso, moi je l'ai déjà utilisé, l'espace impôts.gouv, la messagerie sécurisée des impôts, est vraiment très efficace. Aujourd'hui, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, l'administration fiscale répond vraiment très rapidement. Je crois que le plus que vous pouvez attendre, c'est peut-être 3 jours pour avoir une réponse. Ils sont réactifs. Franchement, ils sont super réactifs. Moi, je pense que si vous avez des questions, si vous avez des doutes, vous leur posez des questions, ils préféreront se dire, bah tiens, cette personne-là, elle cherche à être dans les clous, à être de bonne foi, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à Exactement. poser des questions à l'administration fiscale. Exactement. Et oubliez le téléphone, hein, parce que c'est l'enfer. Quand on essaie de les contacter par téléphone, c'est infernal. Soit vous n'avez pas le bon interlocuteur, en plus d'avoir patienté 30 minutes, donc on vous déconseille. Et je rebondis juste, David, sur ce que tu viens de dire. Vaut mieux donc présenter sa situation et avoir une réponse de l'administration fiscale. Mais si jamais vous avez un doute dont l'enjeu est vraiment important, la réponse à cette question est primordiale. Dans ce cas-là, on vous propose de passer par un rescrit. C'est une demande de rescrit, c'est-à-dire qu'on fait un courrier en bonne et due forme, on l'envoie à l'administration fiscale et la réponse de l'administration fiscale fait foi. C'est-à-dire qu'une réponse reçue dans le cadre de la messagerie sécurisée, entre guillemets, ne vaut rien, alors qu'un rescrit transmis par l'administration fiscale a une valeur juridique et fait foi en cas de contrôle fiscal. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et l'équipe fiscale peut vous accompagner, bien entendu, pour la rédaction de n'importe quel rescrit, quelle que soit la thématique, pour sécuriser une situation. Trop bien. Donc, si vous avez bien tout compris, normalement, si vous avez des doutes, vous contactez l'équipe de Naïma et ils vont s'occuper de vous. Vous allez être vraiment, vraiment bien pris en charge, donc faut pas hésiter. Il y a Célia qui nous dit, j'ai entendu une phrase parfaite pour résumer le sujet. La différence entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale est épaisse comme les murs des prisons. J'aime beaucoup. Voilà. Il y a quelques temps, c'était très mal vu de parler d'optimisation fiscale. Oui, Alors que non, vous avez le droit d'optimiser. C'est pour ça que justement le législateur a mis en place pas mal de niches fiscales, pas mal d'avantages fiscaux. C'est justement pour qu'on puisse les utiliser. L'optimisation fiscale est légale. exactement. Explicator, j'ai préparé une belle histoire pour préparer l'extension de mon groupe via holding et rémunération via CCA. Perso, dans la filiale SCI avec l'aide du CCA Holding pour aider la SCI, bonne gestion sociale. Oui, après, il faudra que ton histoire elle soit bien pertinente, hein, Explicator. Voilà. Faut Parce la que, valider avec son enfin, ouais. je sais pas si Explicator est client Si, chez si, nous, si, il est client mais chez nous. eh ben, faut pas hésiter, là, faut prendre un Voilà. rendez-vous soit avec un expert comptable, parce que du coup, l'avantage, c'est que l'expert comptable a aussi la vision économique et globale. Donc là, faut vraiment pas hésiter, vu l'enjeu, faut prendre rendez-vous. Ouais. Sachant que l'Explicator, il est en mode grand chelem chez Dougs, avec la création de la SASU, avec l'ARE, puis la transforme de URL, la création de la holding. Il est, il est, il est sur la combinaison gagnante. Il suit tous nos conseils, quoi. Bah, c'est génial. Exactement. Est-ce qu'on a un dernier conseil? Oui, oui, oui. Alors, dernier conseil, ça va être de bien respecter le formalisme concernant les factures émises. Alors, c'est un petit peu rébarbatif, mais nous, sur Dougs, on a un outil pour établir des factures qui est du coup qui respecte en fait les normes en vigueur. Parce que pour un rappel, déjà, vous devez établir une facture lorsque vous facturez un client particulier sur une somme supérieure à 25 euros. Ensuite, pour les entre professionnels, vous avez l'obligation d'établir une facture, finalement, quel que soit le montant de la facture. Et vous avez bien entendu des mentions obligatoires à respecter. Donc, bien entendu, la dénomination, la forme sociale, le montant du capital siège social de la société qui émet la facture et le numéro de TVA. C'est très important parce que là encore, si l'administration fiscale, parce qu'il suffit juste que l'administration fiscale contrôle l'un de vos clients ou l'un de vos fournisseurs et surtout vos clients finalement, puisque c'est vous qui allez émettre vos factures à vos clients et se rendre compte que, oulala, mais cette facture, il n'y a aucune mention obligatoire qui est respectée, c'est le white total.
non, ça, c'est l'indicateur d'une mauvaise gestion. Ben, je finis de contrôler le client pour aller voir finalement son partenaire commercial. Ouais, ça peut Donc créer des attention. cascades. Il peut y avoir des contrôles en Ah ouais, cascade. bien sûr. Et ça, c'est vrai, on l'a déjà vu, hein, le cas. Donc attention. Et juste dernier petit rappel, les factures doivent être conservées pendant 6 ans. Sur Dougs, on ne vous demande pas la totalité de vos justificatifs, mais conservez bien ces documents pendant une durée de 6 ans. Et s'il fallait le préciser, je vous rappelle autre chose. Dougs a un outil de facturation qui est gratuit. Et si vous passez Oui, par c'est l'outil de vrai. facturation, bah, vos factures seront conformes. Et non seulement je vous invite à l'utiliser, mais en plus, il faut savoir que Dougs est une PDP. C'est-à-dire qu'on a un agrément de gouvernement pour tout ce qui va être mis en place suite à la réforme et à la mise en place des factures électroniques. Dougs est déjà, j'allais dire, dans les starting blocks, mais même pas. Nous, on a commencé déjà à courir à l'ouverture des starting blocks. Donc, on est complètement prêt. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils Dougs. Même si vous n'êtes pas client Dougs, vous pouvez utiliser notre portail de facturation et vous pourrez bénéficier de la facture électronique, de tout ce qui va arriver dans les années qui viennent. Donc, il ne faut pas hésiter. Écoute, Naïma, je crois qu'on est pile in time. Hein. C'est Ouais, parfait. top, Il y a top. Explicator, effectivement, hein, qui a eu conseillère compta pro dédiée avec la formule premium de Dougs, et il nous la conseille. Merci beaucoup, Explicator, pour ta recommandation pour nous. Ça nous fait très Top. plaisir. Naïma, je te remercie. Eh ben, c'est moi qui te remercie, David. Ce fut un véritable plaisir de passer cette heure avec vous. Et puis, bah, franchement, quand tu veux, t'hésites pas, quelle que soit la thématique, hein, je me rendrai disponible. Et encore merci pour cette belle invitation. Ça a été un Très, véritable très plaisir. cool. Est-ce que vous faites une petite fiche mémo pour résumer ce qui a été dit? Alors nous, Entrepreneur 17, par contre, comme il y a Clément qui est dans le coin, on va poster ce live directement sur la chaîne, la quotidienne juridique, la chaîne YouTube. Vous avez le lien dans la bio. Pendant 7 jours, là, elle est disponible sur la chaîne Twitch, hein, dans les replays. Vous allez dans les replays de la chaîne Twitch. Vous pouvez la re-regarder si vous avez besoin. Et puis, vous aurez accès à la vidéo Ad Vitam Aeternam sur la chaîne de la quotidienne juridique, la chaîne YouTube. Donc voilà. Donc, on va pas faire une fiche spécifique, mais si tu veux revenir sur le contenu, tu vas le trouver sans problème. Voilà. Merci Clément d'avoir mis le lien dans le chat. Naïma voit pas vos commentaires, donc je lui fais passer. Donc tu as des remerciements de Imad, de la colle, toujours au top, Naïma et Ah, merci, David, une avec équipe plaisir. de choc. Voilà, donc C'est je crois gentil. que tout est Bah, dit. merci à vous. Parfait. Eh bien écoutez, merci à toi aussi, Evil Linux. J'en profite pour vous remercier tous aussi dans le chat, parce que c'est vous aussi qui faites vivre ce live. Merci de suivre cette chaîne. Merci pour ceux qui s'abonnent aussi, ça nous soutient. Ce qui nous fait très très plaisir. Je mets les pubs au minimum et du coup c'est très cool quand vous nous soutenez. Ça vraiment ça nous touche. Et puis voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas vous abonner sur la chaîne YouTube et puis évidemment sur dougs.fr, vous nous contactez, on est là et ça sera avec grand plaisir. Je vous dis à tous à très vite. Prochain live vendredi 11h30. On prend un petit café ensemble en fin de matinée avant le week-end. Venez poser vos questions. Et voilà. Je vous dis à tous bon après-midi. Bon après-midi. Salut. Salut.